Bon, bah, merci à Picardie Nature également d'offrir à l'ONF cette petite fenêtre pour présenter au plus grand monde sur le territoire Grand Ouest ce guide de l'Office national des forêts et particulièrement de son réseau naturaliste spécialisé mammifères qui vient de sortir en cette année 2021. Donc, c'est un guide technique qui est en premier lieu à destination de l'ensemble des personnels ONF, puisque sur les territoires gérés par l'Office national des forêts, dans leur ensemble et dont surtout des domaniales, il y a quand même beaucoup de bâtiments qui sont de type maison forestière essentiellement, mais également bergeries, tout type de bâtiments comme des ouvrages d'art, des anciens ouvrages militaires également. Donc ça en fait une multiplicité. Et il se trouve qu'un certain nombre d'entre eux sont des gîtes pour la faune sauvage et que depuis de nombreuses années, les préoccupations sur cette faune sauvage habitant notamment le bâti forestier va de façon croissante et que l'ONF dispose d'un réseau naturaliste, donc accès mammifère, de gens très qualifiés qui disposent d'autorisations de capture, qui sont vraiment experts dans le domaine et qui travaillent tous les ans sur ces problématiques de prise en compte par le plus grand ensemble possible des gestionnaires de forêts publiques de l'enjeu lié à la faune sauvage, notamment dans le bâti forestier. Et puis, il faut savoir que ce guide concerne du coup l'ensemble de la faune sauvage, mais que, au vu de l'axe sur le bâti, il y a quand même un grand focus sur les chiroptères, qui sont donc traités sur de nombreux cas dans ce guide. Donc particulièrement, je tiens à souligner que ça a été réalisé par le réseau mammifère et notamment piloté par Frédéric Malgrès et Laurent Tillon qui sont à la tête de ce réseau et que je viens vous le présenter mais sans avoir pris part à sa rédaction. J'espère donc être claire et concise et je vous inviterai de toute façon à, si vous êtes intéressé, à aller voir ce guide qui est accessible sur le site du Plan national d'action chiroptère à toute personne, même si initialement il est donc fait pour l'ensemble des personnels ONF. Parce qu'il faut savoir que donc, il y a les personnels de terrain qui sont concernés au plus près par les enjeux de la faune sauvage dans le bâti forestier, mais également, et cela va croissant, jusqu'aux services immobiliers, ainsi que tous les personnels de l'ONF qui prescrivent des travaux, toutes les personnes qui rédigent des documents de gestion, des forêts notamment domaniales. Donc nous sommes vraiment très nombreux à être concernés. Et il est idéal de disposer de pareilles pièces pour que chacun des types de personnel concernés par ce sujet puissent au plus vite consulter les aspects qui les intéressent, notamment réglementaires, avoir selon le type du bâti qui les concerne, que ce soit une maison forestière ou un ouvrage d'art ou des choses comme ça, un axe direct vers ses préoccupations afin de pouvoir au mieux, dans son métier, prendre en compte la faune sauvage. Donc ce guide, plus précisément, récapitule des fiches de synthèse sur de nombreux types de bâtis en forêt domaniale, ainsi que des retours d'expérience des gestionnaires de toute la France et même les Outre-mer qui ont été concertés. Par type de métier également, il y a des renvois pour que les personnes puissent aller plus directement sur ce qui les concerne, et puis toute une diversité d'éléments concrets utiles pour chacun. Donc, très brièvement, je vous fais le déroulé des pièces qui sont contenues dans ce guide, mais en vous invitant donc sans problème à aller le consulter si ça vous intéresse. Il y a des éléments qui concernent particulièrement pour les gestionnaires de services immobiliers, la réglementation, les aspects de mise en sécurité des bâtiments, les aménagements possibles, plus ou moins lourds ou légers, les poses de petits nichoirs, par exemple, ça peut suffire, l'ensemble des abords des bâtiments, des zones tampons si c'est nécessaire, les suivis avant parfois et surtout après travaux pour mesurer l'effet de la prise en compte de ces enjeux. Figure également dans ce guide l'illustration d'un cas Picard qui a valeur d'exemple pour un projet de restauration d'un bâtiment, mais qui a également été doublé d'une valorisation pédagogique qui a été d'une grande efficacité, pourrait-on dire. Ce qui est un peu lié à l'aspect pédagogie et communication auprès non seulement des gestionnaires de l'ONF, mais aussi du grand public. Et ça se voit beaucoup sur cette illustration picarde du bois rayé, dont je vous parlerai après.
Et il y a également des aspects qui parlent plus précisément des partenariats entre l'ONF, des associations locales de prise en compte de la faune, ce qui est également de plus en plus fréquemment réalisé dans les régions. Il faut savoir que ce guide fait référence à de nombreuses reprises au recueil technique destiné aux particuliers, notamment élaboré par la Société française de protection. Et qu'il y a également les petites fiches qui étaient initialement destinées aux particuliers sur les périodicités de réalisation de travaux, tout ça pour être au plus didactique. Donc, vous voyez simplement ici la façon dont les fiches sont construites dans le guide, que je vous inviterai à aller voir si ça vous intéresse, les coûts du projet, le visuel des aménagements, les enjeux, les contextes, et puis les retours d'expérience ou les suivis quand on peut les avoir. Et donc, il y a ici toute la diversité des fiches qui sont traitées dans ce guide, sachant que je vais plus particulièrement vous parler dans la suite là, des cas Picard, des opérations diverses que nous avons déjà pu réaliser sur le bâti en Picardie et des effets qui ont déjà pu être observables depuis ces réalisations. Nous avons déjà pu réaliser la mise en application d'une clause réglementaire lors de vente d'une maison forestière, par exemple, des restaurations plus ou moins importantes de toitures et des petits aménagements, des créations, comme je vous le disais à l'instant, d'une maison de la chauve-souris à destination de la valorisation auprès du public de ces enjeux, les aménagements sur les ouvrages d'art ou sur les ouvrages militaires, par exemple. Donc c'est pour ça que, sans transition, je vais maintenant passer du guide générique rédigé par le réseau Mammifères et à destination de l'ONF de toute la France à l'illustration des cas Picard, avant simplement de vous montrer un petit peu les aspects, les illustrations qui sont à la fin du guide également, quelques annexes qui sont à disposition des gestionnaires, comme des plans de petits aménagements, la reprise exacte du texte de clauses réglementaires à intégrer en cas de vente de maison, par exemple. Et puis, les possibilités annexes et néanmoins très complémentaires, comme conventionner des bâtiments en tant que refuge pour les chauves-souris, ce qu'on s'apprête ici à faire avec Picardie Nature. Pour revenir à notre territoire Picard, dont vous pouvez voir un extrait ici, j'ai seulement fait figurer l'Aisne et l'Oise, car la Somme, qui dispose de quelques forêts de colonies de chauves-souris dans les maisons forestières, quelques-unes, n'ont néanmoins jamais fait l'objet de travaux jusqu'à maintenant par l'ONF. C'est pour ça qu'elles ne sont pas affichées sur la carte. Mais vous pouvez voir ici, sur toutes les domaniales, dans lesquelles nous avons déjà réalisé des aménagements de prise en compte de la faune et fait exclusivement des chiroptères dans le bâti forestier. Par exemple, la maison de la chauve-souris sur la domaniale de Retz, de nombreux aménagements de maisons forestières, cavités ou ouvrages d'art sur la forêt de Compiègne, des blocos, par exemple, vraiment au nord de l'Aisne, en forêt domaniale de Saint-Michel. Et si le temps me le permet, en toute fin d'exposé, je vous parlerai quand même un petit peu de la fermeture de cavités d'hibernation pour éviter le dérangement des chiroptères, qui ne sont pas réellement du bâti, mais qui, de fait, sont parmi les opérations les plus nombreuses réalisées par l'ONF en Picardie. Donc, ça peut être valorisant d'en parler si le temps me le permet. Je vais d'abord vous parler de l'opération la plus récente ici en Picardie, qui est faite donc justement cette année dans le cadre des travaux de restauration de la continuité écologique que l'on mène sur les rues forestiers, notamment à Compiègne. Il y a tous ces petits ponceaux, ces ouvrages d'art qui datent des époques impériales, dont on refait la maçonnerie, où on place parfois des cadres. Et il se trouve qu'à partir de cette année, l'entreprise de maçonnerie a laissé des anfractuosités et nous a permis de poser des briques creuses pour prendre en compte les chiroptères dans ce genre d'ouvrage. Lors du plan régional d'action chiroptère
datant de 2008-2010 en Picardie, des aménagements avaient déjà été réalisés sur les blocos de Saint-Michel. Donc, de grands blocos ainsi avaient été complètement fermés pour préserver les conditions thermiques et hydriques favorables aux chiroptères, notamment murins, qui étaient hébergés à l'intérieur. À noter que Vincent Coé a été un grand soutien de l'ONF sur cette opération, ainsi que l'ensemble de la CENF, sur les blocos à Saint-Michel. Je ne vais pas avoir le temps d'en parler, mais le cœur des réalisations de l'ONF était vraiment cette restauration de la maison forestière du Bois-Arié, qui, d'un départ de maison squattée, a été complètement restaurée à partir de financements multiples de structures régionales et départementales à l'appui de l'ONF et de l'Europe. Et c'est ainsi que cette maison a été complètement rénovée et préparée à l'accueil du public, à la sensibilisation des personnes. De très nombreuses animations sont faites tous les ans à la Maison du Bois-Arié. Il y a également un système de vidéo, de caméras infrarouges qui filment les petits rhinolophes qui sont établis dans cette maison. Et ça a également permis quelques avancées scientifiques d'observer les petits rhinolophes à toute heure de la nuit et du jour également. Et je vais pouvoir rester finalement un peu plus longtemps sur cette maison parce que c'est le cœur des préoccupations. Non. Ah, en fait, le diapo est dans le mauvais ordre. C'était le mauvais diapo, mais du coup, un des aspects qui est un des plus importants parce que c'est une des opérations qui est la plus fréquente, c'est les aménagements sur les maisons forestières occupées par des locataires, des agents de l'ONF, ou bien par des chasseurs, c'est fréquent, ou bien encore sur des maisons forestières qui étaient désertées. En l'occurrence, sur la forêt de Compiègne, parmi les maisons occupées, la maison forestière du Ourvari est un excellent exemple. Il n'y avait pas de colonie en 2009, rien du tout dans les combles de la maison, mais néanmoins, une voisine hébergeait une colonie de petits rhinolophes. Donc, des travaux d'isolation, d'aménagement de combles assez lourds, comme on peut le voir ici, et des poses de petits aménagements type nichoir, ont été réalisés sur cette maison qui, 2 ans après, accueillait ces premiers petits rhinolophes et les effectifs n'ont pas cessé d'augmenter avec le temps. Et d'autres maisons forestières, notamment à Saint-Gobain, ont fait l'objet de tels travaux. Et juste les maisons que vous voyez ici ont fait l'objet de plus petits travaux d'aménagement, seulement pose de chiroptères. Il s'agit de maisons forestières en alate, qui est un massif assez pauvre en chiroptères, enfin du moins aucune colonie n'a été recensée dans les maisons forestières d'alate. Donc pour tenter d'être plus favorable aux colonies de chiroptères, nous avons aménagé les combles des maisons, sans grand résultat selon les prospections jusqu'en 2016, mais au moins entre ça et l'élaboration de chartes de bonnes pratiques avec notamment les locataires de chasse dans les maisons forestières, c'est quand même des aménagements qui permettent de tenter de faire progresser la prise en compte de l'enjeu chiroptère dans les maisons. Je n'ai donc pas le temps de parler des cavités et simplement de la dernière opération en date, en partenariat avec Picardie Nature, qui consistait à établir des documents lors de la vente d'une maison forestière qui hébergeait une colonie connue de petits rhinolophes dans ses combles et également dans le souterrain de l'hivernage. Nous avons réalisé avec Picardie Nature donc, un flyer à destination des potentiels acheteurs pour tenter d'être didactique, pédagogique, de tendre la main pour qu'ils prennent en compte les chiroptères. Mais surtout, nous avons inclus une annexe réglementaire, une explication scientifique, donc des enjeux liés aux petits rhinolophes, et également les clauses réglementaires dans les actes de vente qui expliquent aux nouveaux propriétaires, aux potentiels acquéreurs, les obligations réglementaires qui leur incomberont si jamais ils venaient à acheter la maison, tout en tentant de les rassurer. Voilà, c'est tout ce que j'aurais le temps de dire à ce propos. Merci. Donc oui, merci pour cette présentation. J'avais plusieurs remarques. Bon, voilà, c'est très bien. Les maisons forestières, évidemment, hébergent beaucoup d'enjeux parce que leur localisation même fait qu'elles sont attractives. Donc ça, c'est vrai, même si, évidemment, la question forestière gravite plutôt autour de la forêt. Ça, c'est annexe, mais voilà, j'attends vivement le guide sur les itinéraires forestiers aussi à côté, au-delà du bâti, mais c'est déjà bien d'avoir fait.
J'avais plusieurs remarques. D'abord, ça serait vraiment chouette d'avoir le même genre de carte que celle que vous avez présentée avec les travaux faits à droite à gauche dans la région pour les différentes régions. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Moi, je travaille avec des agents, mais voilà, on prend pas forcément le temps de faire ça. Je ne sais pas comment ça pourrait être synthétisé, mais ça serait déjà un petit visuel global en tant qu'animateur du plan. Ça serait quand même assez chouette parce qu'il y a plein de trucs qui se font, on n'est pas forcément toujours au jus et c'est bien normal. L'autre élément, c'est par rapport à. Donc, c'est très bien de voir concrètement que les ventes de maisons, effectivement, il y a cette réglementation, enfin, je sais plus, voilà, cette doctrine interne qui disait que voilà, le fait d'intégrer les maisons d'intégrer les chauves-souris dans les ventes était présent. Donc, ça, c'est bien. Je serais intéressé par le retour d'expérience que ça donnera. Est-ce que ça marche est-ce que finalement, c'est pas un peu l'état d'esprit d'une ORE, d'une obligation réelle environnementale, que d'intégrer ça dedans dans les actes de vente. Voilà. Et puis bon, pour finir, cette base de données des maisons forestières ONF avec les colonies de chauves-souris, est-ce qu'elle est toujours activée? Est-ce que du moins elle est animée? Voilà, moi j'avais envoyé quelques infos, mais j'ai jamais eu trop de retours. Voilà, donc est-ce que voilà, pour savoir comment on peut savoir si ça fonctionne. Merci. Alors, pas de problème. Je vais peut-être vous répondre chronologiquement à l'envers. D'abord, sur les suivis des colonies de chiroptères en maison forestière. Dans le cadre d'une étude et également en partenariat avec Picardie Nature, on menait ces inventaires d'effectifs en maison forestière jusqu'en 2016. Depuis, défaut de financement notamment et d'investissement personnel qui va avec, nous ne l'avons plus fait. C'est pour ça que toutes les données que je pourrais vous donner sur les colonies là sont solides 2016 et puis quelques ponctuelles découvertes depuis, mais sinon depuis cette année-là, ce n'est plus suivi. L'autre question, et ça par contre, nous c'était le cas pour notre agence, et c'est très territorial ce genre d'études. Je ne saurais vous dire si c'est la même chose, comment sont les suivis de colonies de maisons forestières en Bretagne ou en Normandie, c'est vraiment localisé par agence. Mais il y a des correspondants réseau mammifères, c'est pareil sur chacune des agences, chacune des anciennes régions du moins, contact que je pourrais vous donner si vous avez besoin. Sinon, sur les maisons, ce qu'il faut savoir que je n'ai pas eu le temps de dire, c'est qu'en fait, les maisons forestières étaient utilisées donc, par les agents de l'ONF, mais quand il s'agit de les vendre, c'est une décision de l'État et ça passe au service immobilier, au service des domaines de l'État. Donc, c'est-à-dire que ce que nous, ONF et partenaires Picardie Nature, étions en capacité de faire pour faire respecter la réglementation et faire connaître surtout la réglementation sur les espèces protégées telles que les chauves-souris, c'était vraiment d'inclure dans ces actes de vente et de prévenir dès les premiers instants de la présence de la colonie, d'exposer l'ensemble des données naturalistes par année dont nous étions en possession et de demander l'inclusion à tous les documents relatifs à la vente de cette clause environnementale qui figure notamment dans le guide, qui a vocation à être à disposition de tous les services immobiliers de l'ONF et ainsi de passer au service de l'État pour prendre en compte la faune. Et pour être plus pédagogique et ne pas effrayer les gens, nous avons donné ce flyer à destination des particuliers. Nous avons donné les contacts de Picardie Nature pour... Et on a été contacté par des promoteurs qui voulaient évaluer le coût des travaux impactés par les chauves-souris de façon à l'intégrer dans leur enveloppe. C'est ça. Donc là, on a déjà une forme de retour d'expérience. En fait, rien que le fait que Picardie Nature ait été joint par la notaire, c'était le premier pas. Ensuite, ça. Et les potentiels acquéreurs aussi. Donc, c'est déjà... D'accord. Donc, concrètement, pour être bien sûr de comprendre, c'est vrai que Laurent en parle régulièrement de la base de données des maisons forestières Kiro. Vous proposez ça, mais finalement, c'est le service des domaines qui tranche si c'est intégré ou pas aux actes. C'est Absolument. Ça que on appuie dans tous les sens, notamment du fait que ce soit une obligation réglementaire liée aux espèces protégées. On part du principe que la prise en compte devrait suivre. Mais effectivement, nous, on a eu la preuve qu'à partir du moment où c'est Picardie Nature qui nous a rassurés en disant qu'il avait effectivement été appelé. Avant ça, aucune information ne redescendait à l'ONF. Tout ça passe au service des domaines et après, nous n'y avons plus de prise. Ensuite, on avait une question de la part de Thibaut Domal sur le chat. Est-ce que vous voulez la poser oralement? Peut-être ce sera plus clair.
Oui, je la pose sinon. Ah, c'est bon. Oh, j'arrive. Donc, c'était en termes de financement. Je me demandais sur quel fonds les aménagements étaient faits. Et puis, c'était un petit coucou des trois forêts en disant il y aurait peut-être encore à chercher sur les trois forêts. On a encore un certain nombre de maisons forestières et éventuellement de petites bâtisses blocos en forêt qui mériteraient d'être aménagées. Donc, je me demandais aussi, sachant que c'est dans des sites Natura 2000, si un certain nombre de ces aménagements avaient été faits sur des fonds Natura 2000 avec des contrats Natura 2000 ou pas. Donc, ce serait l'occasion là peut-être. Oui, tout à fait. Merci Thibaut. J'avais été moi-même surprise de constater que rien n'avait été relevé en alerte. Effectivement, alors pas pour les ouvrages d'art, mais sur cette maison du Boirier, forcément, et dans sa dimension pédagogique, l'Europe, sous forme de FEADER, avait participé. Sur les cavités, c'est beaucoup le cas et c'est là-dessus qu'on axe la plupart de nos contrats Natura 2000 jusqu'à maintenant. Et également sur une maison forestière. Là, cette année, la maison forestière de l'Étoile de la Reine, justement, qui abrite des petits rhinolophes en forêt de Compiègne, va être aménagée. Une réflexion de toiture va avoir lieu l'année prochaine, justement dans le cadre d'un contrat Natura 2000. Donc, effectivement, même si ça s'est fait essentiellement sur des MF pavillons de chasse et des cavités d'hibernation en forêt jusqu'à maintenant, il est complètement envisageable de le faire sur d'autres, sur le domaine des trois forêts. Alors, je pense que c'est vraiment plus possible quand, à l'état initial, des chiroptères sont détectés sur l'endroit. Le prospectif n'est peut-être pas possible. Il faut prouver qu'il y a déjà quelques effectifs à se renseigner auprès des services de l'État si c'est absolument obligatoire. C'est bon pour vous? Ouais, il y a peut-être un petit peu de... je m'y collerai peut-être alors. C'est un peu de données, ça. Mais sinon, après, il y a des tout petits sites en forêt sur lesquels on a déjà quelques données, mais sur lesquels, effectivement, ça pourrait être boosté avec un petit peu d'aménagement, pas forcément très cher, mais peut-être pas des espèces de l'annexe 2 forcément. On est un peu pauvre, dans le coin. Ça, c'est pas forcément une nécessité. Oui, on a aménagé des cavités qui avaient juste, entre guillemets, du murin naturaire en forêt de Sram. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Ok, alors on a deux questions, Raphaël puis Lilian Girard. Si on peut aller un peu rapidement parce qu'on est en train de prendre un petit peu de retard, mais on vous écoute. Raphaël d'abord. Oui, bonjour à tous. Je suis Raphaël Allaguillaume, collègue de Manon. Juste pour préciser et compléter, à la maison forestière du Boirier, les effectifs de petits rhinolophes ont doublé depuis 2013, donc de 2013 à 2021, 7 ans, donc une génération de petits rhinos. Les effectifs ici, c'est des femelles qui mettent bas et qui élèvent leurs jeunes l'été. Donc ça montre l'intérêt de mettre en défend une maison forestière, surtout qu'il y a l'environnement forestier et puis agricole extensif aux alentours, très propice à l'espèce. Oui, j'ai pas eu le temps de le dire, mais effectivement, Raphaël a raison. Avant les travaux, en 2009, été 2009, il y avait une dizaine d'individus, et puis on est passé à 120, été 2011, jusqu'à 120. Voilà, c'est tout pour moi. Super, merci pour cette précision. Lilian, si vous voulez. Oui, je ne prends pas trop de temps. C'est plus un retour d'expérience dans ce genre d'aménagement qu'on a eu et quelque chose, une dimension qu'on n'avait pas forcément mesurée et à laquelle on s'est confronté, c'est la dimension communication auprès des agents qui sont hébergés, des agents ONF de triage et locaux, qui pleurent assez souvent auprès de leur hiérarchie pour avoir du chauffage, de l'isolation. Et quand on arrive et qu'on leur dit qu'on va mettre 100 000 € sur l'aménagement pour les chauves-souris ou pour les chouettes ou autre chose, je vous avouerai que ça grince un peu des dents. Et on ne pensait pas avoir ce biais-là, ce frein-là à lever au tout début, mais il ne faut pas l'oublier en termes de dimension, c'est qu'il y a beaucoup d'agents qui sont sous pression localement et je vous dis que quand on arrive avec des dizaines de milliers d'euros pour les chauves-souris, ça grince un peu des dents. Voilà, c'était juste une dimension à ne pas oublier. Super, merci pour cette précision.